Donc, bonjour tout le monde. Pour cette présentation, donc on va présenter le module Cadastrap qui permet de visualiser sur MapFishApp les données cadastrales magiques et vidéo de la DGFIP. Donc on va commencer par évoquer les besoins qui ont conduit son développement. Après on passera en revue le calendrier des développements qui ont été faits. Et on fera un point sur les retours qu'on a eus en tant qu'administrateur et de la part de nos utilisateurs sur la donne. Et enfin, on évoquera les évolutions possibles dans les années à venir. Donc les besoins par rapport à la donne cadastre étaient partagés par plusieurs organismes. Donc au Puy-en-Velay, il nous fallait une solution centralisée qui nous permette d'éviter chaque année de nous déplacer dans chacune des mairies pour mettre à jour les fichiers magiques et Digio dans l'ancienne solution. On voulait basculer aussi sur l'open source pour faire des économies et éviter le déploiement de licences. Chez Pigma, donc, il leur fallait offrir un service de consultation des données qui avait été demandé par les utilisateurs. Et à Rennes Métropole, c'était pour remplacer une solution existante. Donc au niveau calendrier, donc, le projet a été initié en 2014 avec la création d'un groupe de travail restreint qui a permis d'élaborer les différentes fonctionnalités à mettre en place à partir des besoins mutuels. En 2015, ça a été le lancement des développements qui ont été financés par plusieurs acteurs, dont le CREG, Pigma et Rennes Métropole, en cofinancement, et le Var. Ça a abouti en novembre 2015 à une première version de la donne. Nous, au Puy, du coup, et au CREG également, l'Henri, on avait mis en place au premier semestre 2016 les premières instances de la donne en production. Ce qui a abouti en mars 2016 à une version 1.2 qui commençait déjà à corriger quelques bugs qui avaient survenus grâce à des retours utilisateurs. Nous, notamment, c'était notre service urbanisme qui avait pas mal essuyé les plâtres pour faire les tests. Après, au deuxième semestre 2016, ça a été mis en test à Rennes Métropole. Et du coup, ça a également abouti à une version 1.3 grâce à des retours encore plus nombreux de la part des utilisateurs, vu qu'ils en faisaient une utilisation à bien plus grande échelle. Et il n'y a même pas un mois, donc on est passé sur une version 1.4 qui a fini de corriger quelques bugs et qui apporte également de nouvelles fonctionnalités, notamment pour l'export de propriétaires. Et des améliorations ergonomiques. Également quelques améliorations ergonomiques. Bienvenue. Donc côté admin, les retours qu'on peut en faire, c'est que déjà le gros avantage, c'est que c'est une mise à jour centralisée, donc on met à jour via soit PostGIS, soit le plugin Cadastre de QGIS, pardon, ou Arcopol, et ça permet de tout gérer dans une seule base de données. Après, il y a eu aussi un gros travail qui a été fait au niveau de la base de données pour optimiser les requêtes, notamment sur les vues matérialisées qui sont utilisées par la donne Cadastrap, pour essayer d'améliorer la fluidité et l'accès. On a également la gestion d'un double modèle de données, donc on peut soit se baser sur le modèle de données généré par la donne QGIS, ou soit par celui généré par Arcopol, à partir des données Magica et Digio. Autre point positif, on a également une documentation qui est assez importante sur la donne, autant sur le wiki qu'après nous aussi au Puy, on a un espace documentaire, et il me semble qu'à Rennes, il y a aussi des screencasts qui sont prévus du coup. Un autre avantage encore, c'est la bonne gestion des permissions par commune, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir quel groupe d'utilisateurs accède à quelle commune en utilisant le code INSEE de ces communes. Donc on peut soit leur assigner une seule commune, soit plusieurs communes à la fois, et ça permet de s'assurer que chaque utilisateur aura accès aux données propriétaires uniquement sur son périmètre de compétences. C'est une solution aussi qui est du coup devenue très stable, étant donné qu'on a eu énormément de retours utilisateurs sur les débuts et qu'on a eu pas mal d'efforts en développement pour corriger tous les bugs qui nous ont été remontés. C'est assez autonome également puisque l'application va nettoyer d'elle-même les fichiers temporaires qu'elle crée, notamment pour générer tout ce qui est bordereaux parcellaires et relevés de propriété qui passent par des PDF et donc qui sont stockés dans le dossier TMP du serveur.
Un des points négatifs, c'est que quand on veut générer beaucoup de relevés de bordereaux parcellaires, pardon, ça peut être assez gourmand en ressources parce que ça doit générer la carte depuis le géoserveur. Et donc c'est un processus, quand on fait un bordereau parcellaire, ça va pas être très problématique. Par contre, si on cherche à en faire une dizaine, voire une vingtaine, ça risque de charger pas mal le serveur. Et le point très positif que j'ai retenu, moi, c'est une bonne réactivité de la communauté de développeurs et d'administrateurs, et également des développeurs. C'est-à-dire que nous, les utilisateurs, ça les a vraiment rassurés parce que par rapport à la solution qu'ils avaient avant, qui était propriétaire, où ils avaient des fois des besoins ou des souhaits d'évolution, ou qui voulaient signaler des corrections à effectuer, ils avaient quasiment aucun retour au fait de la part de l'entreprise qui gérait la solution. Alors que là, ils ont vu que surtout au niveau de notre service urbanisme, justement, qui ont été les premiers à le tester, où il y avait pas mal de soucis d'ergonomie, de soucis de bugs, de fonctionnalités qui n'étaient pas forcément toutes en place. Ils ont vu que les retours qu'ils nous ont fait n'ont pas servi à rien et que assez rapidement, quand ils nous signalaient un bug ou qu'ils nous donnaient une idée d'amélioration de la solution, c'était pris en compte et implémenté en peu de temps. Comme vous avez pu voir, on a quand même des versions qui sont déployées assez fréquemment et rien n'empêche de récupérer entre versions parce qu'en principe on s'assure toujours de toute façon que ce qu'on récupère sur GitHub soit fonctionnel avant d'intégrer une correction ou une fonctionnalité. Donc juste pour la partie développeur, donc on fait des releases, on sort des versions. C'est-à-dire qu'il faut plutôt s'appuyer sur les versions. C'est-à-dire que là, si vous installez Cadastrap chez vous, vous pouvez utiliser master, mais il vaut mieux vous utiliser la dernière version stable, dite stable, et on fonctionne par du tagging du coup. Ce qui est un petit peu peut-être différent du fonctionnement des autres add-ons. On a choisi ça. Et tout est documenté sur GitHub avec, on essaye de faire des textes de release qui disent qu'est-ce qu'on a résolu comme bug, quelles sont les nouvelles fonctionnalités. Et il faut remercier vraiment Julien pour la qualité du boulot et le temps qu'il investit sur cet add-on qui fait que c'est super fonctionnel. Après, les retours côté utilisateur, donc nous on a eu deux sons de cloche en fait. C'est qu'il y en a qui nous ont dit que l'add-on était super, que ça leur facilitait la vie, que c'était vraiment un outil agréable à utiliser. Puis d'un autre côté, on a des utilisateurs qui étaient habitués un peu à leur routine et qui sont un peu comment dire, qui n'ont pas envie de s'y mettre en fait, voilà, qui n'ont pas envie de changer de l'ancienne solution et du coup qui ne font pas forcément l'effort d'essayer de prendre l'outil en main. Mais bon, il faudra bien qu'ils y passent et j'espère qu'après ils apprécieront aussi ce nouvel outil. Voilà, donc c'est ce que je disais, que ça bouscule un peu les habitudes de travail sur des outils un peu plus anciens. Donc il faut bien accompagner les utilisateurs. Nous, je vois après, on n'a pas forcément peut-être autant d'utilisateurs que certains autres organismes, mais moi je vois souvent, je prends les coups de téléphone quand ils ont un blocage, un coup de TeamViewer en prise de contrôle à distance, et je leur réexplique au cas par cas le fonctionnement de l'add-on. Bien qu'on ait eu en amont des formations sur des demi-journées entières avec tous nos secrétaires de mairie des communes. Mais le problème, c'est que quand on a fait ces formations, ils avaient encore l'ancien outil en parallèle, et du coup, il y en a pas mal qui continuaient malheureusement à utiliser l'ancien outil, plutôt que de tout de suite, après la formation, se mettre sur le nouvel add-on. Donc après, je vois en principe quand je fais une prise de contrôle à distance, c'est pas très long, parce que l'outil est très intuitif, donc en 5 minutes, on arrive à leur rappeler ce qu'ils avaient vu en formation, et ils arrivent à éditer un relevé de propriété, un bordereau parcellaire, à accéder aux infos dont ils ont besoin. Donc globalement, les utilisateurs sont assez contents également parce que par rapport à leur ancienne solution, on retrouve bien les mêmes fonctionnalités, ils arrivent bien à récupérer et à faire les mêmes traitements qu'avant. Et même, il y en a qui nous ont dit que c'était parfois un peu plus, pour eux, un peu plus rapide d'accès qu'avant. Donc en moins de clics, ils arrivaient à faire la même chose. Après, c'est avec l'habitude d'utilisation. Donc l'ergonomie de l'outil est également assez appréciée parce que bon, c'est pas une interface très compliquée. On a une barre de menu avec des boutons recherche assez gros, assez parlants. Donc recherche par parcelle, par propriétaire. Après les formulaires également, on renseigne une commune, on sélectionne
les sections et numéros de parcelle ou un nom de propriétaire, et ça nous amène tout de suite sur une liste de résultats où on peut, avec un double clic sur la parcelle intéressée, ouvrir la fiche de parcelle. Donc c'est assez facile à prendre en main. Après, pour certaines fonctionnalités éventuellement un peu plus poussées, il y a toujours des documentations disponibles en ligne. Récemment également, ce qui a été apprécié, c'est qu'on leur a permis de faire des impressions de relevé de propriété uniquement sur la parcelle qu'ils étaient en train de consulter. Alors qu'avant, en fait, ils étaient obligés d'imprimer leur relevé de propriété sur les parcelles de tout le compte communal, en fait. Donc ça, sur des propriétaires particuliers, c'est pas forcément très gênant s'ils n'ont pas énormément de parcelles, mais je vois, nous, quand on voulait imprimer des relevés de propriété, par exemple pour la com d'Aglo, ça nous évite un fichier de 20 pages, en fait. Donc c'était pas très pratique. Alors, récemment également, on a fait développer une fonctionnalité d'export des propriétaires et copropriétaires. Ça avait été une grosse demande de nos utilisateurs, tout simplement parce que des fois ils veulent faire des campagnes de mailing et du coup ça leur permettait de sélectionner par exemple tout un quartier avec une sélection linéaire ou par polygone et de tirer un CSV avec les adresses de tous les propriétaires ou les copropriétaires du quartier. Ce qu'ils apprécient aussi, c'est la simplicité du chargement de la couche cadastrale, au fait, qui est un agrégat des couches générées par le serveur. Et donc là, en un clic, au fait, quand ils ouvrent la donne cadastre, ça va tout de suite leur charger soit un WMS ou un WMTS par-dessus les autres couches, au fait. Et on a aussi rajouté, quand on utilise MapFishApp 16.12, en dernière version, il y a également une gestion pour recharger justement ces couches de cadastrap quand on charge un contexte ou quand on efface la liste des couches, ce qui avant, je sais, nous posait certains problèmes. Ça déclenchait des bugs. Notamment pour se recentrer sur une parcelle suite à une recherche. Et on a également plus de copier-coller qui sont possibles. Non, plus du tout. Ah, pardon. Non, parce que il y a côté utilisateur, côté utilisateur, soit on n'a pas de retour ou bon voilà, ils l'utilisent quand même. On a des utilisateurs qui sont, c'est vraiment la même chose. C'est soit ils sont super contents, ils ont adhéré, il n'y a pas de souci, soit on est dans de l'accompagnement du changement parce que les boutons ont changé de place. On est dans des choses assez classiques. Nous, le défi Red Métropole, c'est qu'on a un outil à remplacer qui date de 2004 et qu'on a maturé sur une dizaine d'années. Donc, c'est pas évident de remplacer des outils anciens. Il y a des gens, ils l'utilisent depuis 2004. 13 ans, des outils de 13 ans assez matures, c'est un peu compliqué à remplacer comme ça au pied levé. Mais là, la Cadastrap là, arrive à une question de maturité, une maturité plutôt pas mal. Et puis, on va voir sur la feuille de route après. Nous, il nous manque 2 fonctionnalités pour être ISO-fonctionnel, du coup. Mais on va y arriver petit à petit. Quelque chose que j'ai oublié côté admin, c'est que Cadastrap, c'est une API. Côté serveur, c'est une API d'accès aux données cadastrales. Et elle est super. Et nous, on l'a déjà réinvesti pour la donne urbanisme. Parce que sur la donne urbanisme, on ne vous a pas montré ça hier, mais quand vous cliquez sur une parcelle cadastrale, il y a une fiche d'info qui vient. On a en haut l'identification de la parcelle cadastrale, avec le nom du proprio, l'adresse cadastrale, la surface SIG, la contenance des GFIP. Et ces infos-là, on n'a pas réinventé la roue. On a une API cadastre qui est spécialisée, donc on va la taper. Donc on commence à réinvestir en réutilisant des choses qu'on a développées pour avoir un écosystème d'API thématique en fonction des métiers et des données. Et puis la partie du dessous, c'est la partie qui est propre à la donne urbanisme, avec la réglementation à la partie. Le plus de copier-coller possible, c'est qu'en fait, on ne savait pas, on l'a découvert justement à la mise en place de Cadastra, qu'on avait des utilisateurs qui avaient développé une stratégie d'adaptation à l'ancien outil, qui était du pur HTML, et qui copiaient des informations qui étaient dans les fiches d'information, et même le relevé de propriété qui était tout web, pour aller remplir des fichiers Excel. Chose qui est absolument pas possible avec la techno qu'on a, on peut rien copier. Donc ils sont un peu embêtés de dire, alors ça, on est passé à côté de ça. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la feuille de route... Pourquoi, techniquement, pourquoi on ne peut pas faire copier-coller? C'est pas le chiffre d'HTML? C'est un PDF. Je veux dire, non, quand tu as la liste, quand tu fais une sélection de parcelles, tu as la liste des parcelles,
Mais tu peux pas, avec la souris, aller copier des infos Ah, c'est XJS. XJS, ok. Ouais. Les exports. Justement, on va compenser par des exports, on va muscler les exports. Donc là, il y a déjà une amélioration depuis la version 1.4 sur la liste des exports propriétaires. Mais moi, on va le mettre c'est dans la feuille de route. Ça apparaît là. Export CSV du relevé de propriété. Voilà. Ça, c'est quelque chose que on va demander et financer. Alors, par rapport au financement, le Cadastra première version, on a quand même fait un montage administratif avec 4 entités, 4 organismes pour pouvoir financer. Il y a eu un porteur projet qui est créé. Et c'est quelque chose, enfin, voilà, que nous, Rennes Métropole, dans la communauté Géorchestra, on aimerait bien réitérer ça. De cette façon-là ou d'autres façons, parce que pour des gros financements, on va voir le sujet suivant, pour des gros financements, ça a marché, puisque, si je dis pas de bêtises, on était à 70 000 € la première version. On a le droit de le dire ou pas? Bon, c'est public. Oui. Voilà, c'est un outil qui coûte 70 000 € sur sa première version, donc divisé enfin réparti, pas divisé en 4 parts égales, mais réparti. Ouais, on a eu 40% de FEDER, surtout, je crois aussi. Oui, ce qui fait que c'était très intéressant. De fonds européens, Voilà. du coup, c'est une course à tout. Et puis, la version 1.3 a été sponsorisée par... non, 1.3 c'est nous, je sais plus. C'est nous, 1.4 c'est le puits, et puis là 1.5, on va voir. Donc pour la version 1.5, parce qu'on réfléchit déjà dessus, la feuille de route, c'est ce que je vous disais, pour être iso-fonctionnel, nous, à Rennes Métropole, on a besoin d'une fiche d'information spécifique sur les unités foncières, parce que, bon, hein, André nous avait dit, mais c'est quoi, ça sert à quoi? Mais voilà, nous, nos instructeurs droit des sols, ils utilisent ça tous les jours depuis 10 ans, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Aussi, une régression qu'on a par rapport à l'ancien outil, c'est la liste des lots et les locaux d'une copropriété. Donc, c'est-à-dire que vous avez un immeuble, vous cliquez, vous avez une fiche qui vous affiche tous les lots par l'ordre des lots, parce qu'il y a un ordre des lots, en disant c'est un lot, c'est un local, avec la... alors, je sais plus comment ça s'appelle, la cote-part. Le quantième. Ça y est, il me semble, sur les droits de propriété. Ouais, mais oui, Vous allez faire oui. justement sur Mais c'est sur le de propriété, mais c'est pas, voilà, c'est pas disponible sous forme de listing. Des demandes d'utilisateurs pour avoir un bordereau parcellaire avec l'ortho ou la carte courante à l'intérieur. Voilà, on a des améliorations à faire de ce côté-là. La couleur sélection aussi de la parcelle, c'est des demandes parce qu'en fonction de ce qu'ils ont, c'est pas très visible. Le tri dans les fenêtres paginées, là on est aussi sur un petit problème technique avec JS, bon, on va voir comment on résout ça. Export CSV du rôle de propriété. Et voilà, très court terme, Magic 3 2017, il y a des nouveaux attributs qui sont liés à... C'est les locaux professionnels, il me semble. Oui, les locaux professionnels. Pas mal d'infos financières sur les locaux professionnels. Sur un type d'activité. Ouais, c'est ça. Avec du détail sur l'activité des locaux. Bon, on verra quand ça va arriver, mais il faut qu'on adapte les moulinettes, voir si ça passe. Donc là, on a un petit peu d'inquiétude pour voir comment ça va passer. Sur le papier, ça passe, mais on va voir. Je pense que la solution, ça devrait passer sans problème. Donc, les points de vigilance à court terme, c'est ça. Enfin, à court terme, c'est dans 15 jours, 3 semaines. C'est Magic 3 2017. Et puis, toujours l'évolution, en plus de tout ce qui est Cadastrap sur les fonctionnalités, du travail de fond sur le suivi des moulinettes et DigiWay Magic, puisque au puits, puis ailleurs, enfin voilà, on utilise QGIS, la moulinette Cadastre QGIS, qui est maintenue principalement par 3 lignes. Voilà. Et nous, de notre côté, on a un historique avec du modèle de données Arcopol. Et on a un point de vigilance aussi à avoir sur ce modèle de données. Voilà. Donc on ne vous a pas montré, parce que bon, voilà, c'est du classique. Et on a 5 minutes pour les questions. S'il y en a. Alors ça c'est comme, pour dire pourquoi on fait cette présentation, c'est que c'est un outil super central pour nous. Hein, c'est 80% de nos usages pour nos utilisateurs. Donc comme on va rentrer d'autres choses, urbanisme, plus de métiers, logiquement la part devrait diminuer parce qu'on va ramener des nouveaux utilisateurs chez nous sur la plateforme, sur le portail, sur l'IDG. Mais sur les anciens outils, on est à 80% d'usage de ça. Nous, on génère, les derniers chiffres que j'avais, je suis entre 300 et 400 bordereaux parcellaires par jour.
Pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est voilà, c'est du quotidien et de la production pour 200 utilisateurs entre ouais, je vais dire 150 utilisateurs quotidiens sur nos outils. Donc c'est super vital. Je voulais savoir si dans la salle il y avait un retour d'expérience sur une utilisation de ça à l'échelle régionale. Alors, en pratique, à l'échelle régionale, nous, on n'a pas beaucoup d'utilisateurs parce qu'on n'a pas fait de formation, on n'a pas encore fait des formations, on a parlé plusieurs fois en assemblée d'utilisateurs. On a des utilisateurs qui l'ont pris en main et qui se débrouillent avec. Et les utilisateurs qui ont les droits sur l'emprise régionale, et ils n'ont pas de problème a priori de ralentissement, de passage à l'échelle. Après, sur 4 départements, la base fait 20 gigas, parce qu'il y a le PCI et Magic dedans, et les index sont conséquents, et ils mettent remplir la base avec toutes les données et faire les index, ça prend une douzaine d'heures, c'est pas extrême. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme problème? Oui, en pratique, moi pour l'import, j'utilise pas directement QGIS, l'interface graphique, mais j'ai sorti la partie import du plugin cadastre, et du coup on l'utilise en ligne de commande avec un fichier de config. Pour le faire directement sur le serveur, ça va plus vite, et au moins on peut suivre l'évolution du process, alors qu'avec QGIS, si on le fait tourner pendant 10 ou 15 heures, au bout d'un moment, je pense que la fenêtre, elle va partir en sucette, quoi. Mais la moulinette pour intégrer les données, elle est sur mon compte GitHub dans une branche, enfin c'est là-dessus, tout est public, on peut l'utiliser, il n'y a pas de problème. Non, je crois que je l'ai dit suffisamment de fois que c'était accessible. Moi, c'est pas un retour d'expérience, c'est plutôt l'information que la région Picardie m'a demandé effectivement de voir la mise en place de Cadastrap au niveau de GeoPicardie. Non pas pour une utilisation locale, parce que moi ma crainte c'est voilà, comment gérer les comptes de tous les agents de toutes les collectivités locales à l'échelle d'une région qui doivent accéder aux informations du cadastre. Mais ce serait plutôt pour une utilisation centralisée au niveau soit du département, soit de la région, enfin des agents de ces structures-là. Donc ce serait plutôt un usage de ce type-là. Voilà. Alors du coup, je me demande effectivement, est-ce qu'il y a des utilisateurs de Cadastrap qui sont lancés dans la mise à disposition de l'outil des agents de toutes les collectivités à l'échelle d'un département ou d'une région? Et s'il y en a, quel problème ça pose ou pas d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est intéressant parce que nous, on a des profils agglo comme d'agglo. Oui, donc en fait, nous au niveau régional, on n'utilise pas directement Cadastrap. C'est le département du Bas-Rhin qui a financé une partie de l'outil, qui l'utilise. Par contre, on apporte un support au département pour qu'il puisse prendre en main l'outil et qu'il puisse le gérer. Par contre, aujourd'hui, la difficulté qu'on a par rapport au fonctionnement de GeoOrchestra, c'est principalement au niveau du LDAP. On n'a pas de possibilité de déléguer la gestion des droits pour certains utilisateurs. Donc, c'est-à-dire que au niveau du département, pour l'instant, ils ont accès à tout le LDAP et ils sont administrateurs du LDAP. Donc, on envisage, c'est une possibilité. Aujourd'hui, on l'a pas. On va voir comment on va faire. On envisage la possibilité que d'autres départements utilisent également Cadastrap pour des questions de consultation de la matrice et donc des éléments cadastraux. Mais justement, après, on a toujours ce problème de LDAP, donc on réfléchit à une évolution sur l'annuaire. Sachant que, en fait, le département, là, se fait le relais par rapport aux EPCI. L'objectif, c'est que le département intervienne pour former des agents au niveau des EPCI ou des communes qui souhaitent utiliser l'outil comme consultation du cadastre. Je ne sais pas, je donne la parole à Jean-Pascal. L'idée, c'est que le département délègue
qu'on délègue au département l'intégration des données au modèle cadastre QGIS. Donc ensuite, pas via dump, on transfère. Et aussi, on délègue au département la gestion des utilisateurs du module. Ah oui, une autre piste aussi, parce qu'on en parlait en off, c'est que justement la gestion des droits en fait par commune, le grain il est communal, c'est-à-dire qu'on met une liste de code INSEE qui est rattachée à un groupe dans le LDAP. Et en fait, l'utilisateur qui a les en-tête, on sait qu'il est dans tel groupe, et à tel groupe il a droit à une liste de code INSEE, donc une liste de communes en termes d'accès. Et on a mis ça en place avant qu'il y ait les organismes, qui est une nouveauté 16.12, et en toute logique, ça marche très bien comme ça, parce que c'est assez autonome. Il faudrait peut-être aller vers se rattacher vers les organismes. Voilà, c'est des choses, parce que c'est lié un petit peu à ça. Donc s'il y a de l'administration déléguée, peut-être veiller à ça sur le long terme. Du coup. Voilà. Merci. Merci.